c'est drôle, on croit. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Backstage Podcast. Je suis Grégory Prud'Aumont et cette semaine je suis très content de rencontrer Jean-Baptiste Blanc qui, vous allez voir, a un parcours très intéressant lui aussi. Alors tout d'abord, on passe à peu près une vingtaine de minutes à parler de son parcours professionnel puisqu'il travaille dans l'agroalimentaire et la distribution de produits agroalimentaires. En ce moment, il vient justement de rejoindre la société FB Solutions du groupe Le Duf et il est en charge du développement commercial sur la zone est de la Chine, on va dire. Et c'est une partie très intéressante, comme vous le savez, c'est des sujets, l'agroalimentaire en général, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Mais la raison pour laquelle j'ai voulu l'avoir sur ce podcast, en fait, c'est surtout par rapport à ce qu'il fait en dehors du travail, le soir, généralement, vous allez le voir, les week-ends aussi, puisque Jean-Baptiste est devenu photographe, mais photographe du genre à monter sur les rooftops des buildings et à prendre des photos incroyables des lumières de la nuit de Shanghai. Il va nous expliquer comment il est tombé là-dedans, comment il y a 2 ans, il savait pas du tout qu'il ferait un jour de la photo, comment il s'est mis, comment il a appris, et puis toutes les opportunités qu'il a pu avoir. On va aussi parler des séries sur lesquelles il travaille, comment il choisit ses thématiques, et de là, en fait, aussi, on va comprendre comment il est rentré aussi dans le monde de la musique, qui est finalement sur le même principe de création artistique, mais avec une dimension beaucoup plus dans le moment présent, et comment aujourd'hui il mixe dans des clubs comme au Bar Rouge, The Cut ou ailleurs à Shanghai. C'est vraiment passionnant. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est des sujets aussi qui me touchent beaucoup. Comprendre comment une personne trouve sa passion et continue à l'entretenir, en fait, c'est aussi un sujet qui m'intéresse énormément et je pense qu'on en parlera de plus en plus dans les futurs podcasts. En tout cas, comme d'habitude, c'est le genre d'épisode qui n'aurait pas pu avoir lieu sans votre soutien, sans le fait que vous écoutez les podcasts régulièrement, que vous en parlez autour de vous, que vous partagez ces épisodes avec d'autres. J'ai plein d'idées, j'ai plein de gens à inviter, j'ai plein de recommandations aussi que d'autres parmi vous m'ont fait. Et j'aimerais vraiment pouvoir continuer à le faire, donc n'hésitez pas à pousser, à partager et à me dire ce que vous pensez. Ça m'évitera de me désespérer et ça me permettra de faire encore plus de choses par la suite. On se retrouve à la fin pour un tout petit mot. Et puis on va parler d'autres choses, vous verrez aussi à la fin pour ceux qui restent jusqu'au bout de l'épisode. En attendant, pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de passer un bon été. Allez, je laisse la place à Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Greg. Bienvenue sur un nouvel épisode de Backstage. Je suis bien content de te rencontrer parce que ces derniers temps, on se voyait surtout, on vient de finir la Coupe du Monde, donc je t'ai vu surtout avec ton appareil photo dans les mains en train de prendre justement tous les événements et les belles victoires de la France. Mais avant d'arriver à ce que tu fais justement sur ton temps libre et en plus du professionnel, explique-moi comment tu es arrivé en Chine. Ça fait combien de temps que tu es à Shanghai maintenant ? Ça va faire un peu plus de 2 ans et demi, bientôt 3 ans en novembre. Je suis arrivé au départ avec une dame pour un projet à 2. Finalement, en fait, ça s'est terminé assez rapidement, au bout de quelques semaines. Et là, forcément, petite remise en question, qu'est-ce que je fais ici, je connais personne, etc. T'es arrivé avec un projet professionnel ou là ça, tu savais dans quoi t'allais te lancer, quel boulot t'allais faire ou vraiment pas? Alors auparavant, avant d'arriver ici, je travaillais chez Tipiak, donc les 3 vieilles, leurs bigouden. Ouais. Et en fait, j'aurais proposé, pour pouvoir justement venir en Chine, j'aurais proposé de venir travailler pour eux. D'accord. Donc, j'avais une mission de 6 mois pour faire des audits, pour aller voir des usines de Saint-Jacques dans le nord de la Chine. Donc j'avais entre guillemets déjà un petit CDD ici. Et finalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils étaient beau être très contents de ce que j'avais rendu. Ils n'avaient pas forcément les moyens de continuer ce CDD, donc ça s'est terminé plutôt assez rapidement, et donc voilà, c'était un peu la remise en question de savoir est-ce que du coup je repars en France ou non. D'accord. Et finalement je me suis dit ce serait assez dommage d'être venu jusqu'ici, avoir perdu certaines choses pour finalement tout laisser tomber et se dire voilà, allez, je pense qu'il y a quelque chose à faire ici. Si les gens s'y paient, c'est qu'il y a une raison, et voilà, qu'est-ce que je peux faire ici, qu'est-ce que je peux trouver d'intéressant. Alors du coup, je me rends compte, d'après ce que tu dis au niveau du timing, qu'on a dû se rencontrer à peu près à ton arrivée ou juste, hein, je pense, parce que tu vois, 2-3 ans, ça correspond. Donc toi, je te connais avec l'approche conseil, mais surtout, en fait, ce que je retiens de toi toujours, c'est la partie agroalimentaire, food, et c'est ce que tu fais aujourd'hui. Mais
Mais finalement, tu me racontais tout à l'heure quand on préparait un peu l'entretien, donc tu as eu un parcours éducatif, universitaire qui est un peu spécial, puisque tu as voulu faire médecine, c'est ça? C'est ça. Et c'est après que tu es rentré dans le foot. Donc la médecine, ça s'est pas bien passé? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors la médecine, j'ai fait ça, donc j'ai passé ceci à Marseille. Ok. Donc à 2 reprises, j'ai tenté mes 2 reprises. La deuxième a été pratiquement la bonne, mais finalement ça s'est soldé par un échec à très très peu de place. Ok. C'est vraiment quelque chose en fait qui me plaisait, qui me tenait à cœur, et donc j'ai une petite période de débattement où j'ai besoin de questionner qu'est-ce que je voulais vraiment faire du coup après ceci, après cet échec. D'accord. Finalement, on parle toujours d'échec, alors en fait à la fin on se dit que finalement il y a toujours du bon à récupérer, une méthode de travail, organisation, etc. Donc finalement ça reste du positif. Et j'ai eu un petit moment de débattement, je me suis dit qu'est-ce que je veux faire, et finalement je me suis dit tiens, le foot ça m'a toujours intéressé. J'aime bien cuisiner, j'aime bien manger, enfin je pense que comme la plupart des personnes, mais c'était quand même assez fort. Et donc j'ai eu besoin d'essayer de retrouver ça de façon professionnelle. Donc je me suis inscrit en école d'ingénieur en agroalimentaire et santé à l'Institut de Beauvais. Et entre le moment où je me suis inscrit, j'ai reçu ma validation d'inscription, et le moment où je suis rentré en école, j'ai eu 8 mois, on va dire sans rien. Et donc j'en ai profité pour faire un CAP de boulanger que j'ai obtenu au bout de 5 mois. D'accord. Voilà. Ta famille était dans la restauration, dans la cuisine, ou pas du tout? Alors non, pas du tout. Mon père travaillait dans les produits phytosanitaires. Alors, on va dire qu'il y a quand même plus ou moins un lien avec la nourriture. C'est pour pulvériser des choses dessus. Voilà. Et puis ma mère était infirmière. Donc le côté santé qu'on retrouve. D'accord. Et ensuite, j'ai passé ce CAP. Donc j'ai vraiment apprécié ce CAP boulangerie. Mon père l'avait fait également aussi un an avant, puisqu'il avait, juste comme je le disais, donc il vendait des produits phytosanitaires. Donc il y a eu une fusion au niveau de la société, et donc il s'est fait remercier. Donc il a eu lui aussi pareil une phase de département. Il a fait aussi un CAP boulanger. En fait c'est le fait de l'avoir vu faire ça qui m'a donné envie de partir là-dedans. Toi, ce que tu voulais faire, c'était vraiment là-dedans, c'était l'amour du produit, c'est te dire tiens, c'est sympa, c'est intéressant et j'ai envie d'apprendre à le faire. Mais tu n'avais pas forcément envie de devenir boulanger, en fait. On est d'accord? Oui, on est bien d'accord. C'est vraiment, c'est le produit. Enfin, je pense que le pain, ça parle aussi à tout le monde. Un bon morceau de pain, un morceau de fromage, un peu de vin, et puis des amis, il n'y a rien de mieux que ça. C'était vraiment cet aspect-là traditionnel, artisan, qui m'intéressait beaucoup. Et en fait, en même temps que je découvrais au fur et à mesure tous ces cours de boulangerie, aussi cet aspect technique qui était de plus en plus fort. Et finalement, en fait, il me confortait par rapport au fait que je voulais faire une école d'ingénieur. Et ce qui m'intéressait vraiment dans la nourriture, c'était pas seulement le côté, on va dire, épicurien, bonne bouffe, etc. Mais c'est aussi tout l'aspect technique, chimique. D'accord. Pourquoi on a tel goût, qu'on mélange telle ou telle chose. Par exemple, comment faire du Coca-Cola. Ça va être, par exemple, on va prendre du cinnamon et du lime, par exemple, et on va avoir un goût de Coca-Cola. D'accord. Ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut aussi ne pas faire interagir, par exemple. Donc là, on arrive après sur la partie plus santé. Par exemple, quand on prend certains médicaments, il ne faut surtout pas manger ou boire d'extrait de pépins de pamplemousse. Voilà. Ok. Ce genre de choses. Voilà. Il y a plein d'interactions comme ça qui sont très intéressantes. Une dernière, je ne vais pas non plus partir trop là-dessus, mais voilà, ce qu'on peut faire aussi, ce qui est intéressant, c'est de mélanger par exemple du poivre qui contient de la pipérine et du curcuma qui contient de la curcumine. Les deux en fait font un anticancéreux absolument explosif. C'est-à-dire que le curcuma tout seul, le poivre tout seul, ont un effet anticancéreux qui est là mais qui est très faible. Lorsqu'on les met ensemble, en fait, l'effet est multiplié par 1000. Ah oui. Donc en fait, voilà, il y a tout cet aspect-là aussi qui m'a intéressé. Donc du coup, j'ai pu retrouver. Donc ça, c'est ce que tu as fait dans tes études d'ingénieur. En fait. Voilà. Et en fait, ce qui m'a donné aussi envie d'aller dans l'alimentation et la santé, c'est que ma mère avait eu un cancer du sein. Donc il y a tout cet aspect forcément nourriture très saine à prendre en compte et forcément on s'y intéresse parce qu'on a envie d'aider aussi son prochain, enfin sa mère. Et voilà, je me suis vraiment documenté sur ces bouquins-là. Qu'est-ce qui est intéressant à manger, pas manger. Excellent. Voilà, donc c'était une période assez, un peu dure, mais très très intéressante au niveau lecture. Oui, au moins tu savais pourquoi tu étudiais ces études-là. En fait, il y avait une raison, voilà, il y avait un objectif. Une finalité. D'accord. Et du coup, avec ce CAP, les études d'ingénieur, bon, déjà, est-ce que tu as déjà utilisé ton CAP ou pas du tout? Est-ce que tu as bossé dans une boulangerie les week-ends?
T'as jamais fait ça en plus de tes études à un moment? Ouais, alors la boulangerie, en fait, ça m'a servi effectivement, ça m'a servi au niveau de mes études. Ça déjà, oui. Voilà, lorsque j'étais en école d'ingé, j'ai travaillé à Cork, l'université de Cork City dans le sud de l'Irlande, en département panification, et en fait j'ai aidé des sociétés qui travaillaient avec l'université de Cork. Je les aidais en fait à solutionner des problèmes sur des pains au levain ou ce genre de choses. Donc il y avait une partie technique que je pouvais aussi mettre en avant, tout en restant un petit peu dans le monde de la boulangerie qui m'intéressait beaucoup. Et après, ça m'a aussi servi un petit peu aussi chez McDonald's France, puisque j'ai participé aussi en fin d'élaboration du McBaguette. Voilà. Ah d'accord. Donc cette partie-là aussi, boulangerie qui s'est un peu immiscée finalement dans quelque chose de professionnel. Est-ce que tu penses que finalement cet aspect très pratique en fait que tu as donné le côté CAP, est-ce que finalement il y a plein d'autres gens qui ont fait des études d'ingénieur qui eux ont manqué de cet aspect pratique? Toi tu l'as fait comme ça parce que tu avais du temps et tu étais passionné, mais a posteriori tu te dis tiens finalement c'était une bonne combinaison, ça t'a servi dans tes études après? Est-ce que ça m'a servi? Pas forcément, mais je pense que c'est plus la façon de raisonner en fait, peut-être à récupérer. Mais je pense qu'en fait ça s'applique à toutes les écoles d'ingénieurs, en fait, et même au commerce, j'ai envie de dire, en poussant la chose. C'est vraiment une façon de comprendre, d'étudier un problème et de dérouler toutes les étapes importantes pour résoudre ce problème. C'est plus cet aspect-là en fait que j'ai gardé. Là, on va dire l'aspect technique et pouce en tant que tel. C'est quelque chose, c'est plus du domaine du pas de l'amour, mais enfin de la passion, voilà. C'est plus ce domaine-là, quoi. Donc tu disais que tu as fait ensuite une période chez McDonald's et à quel moment en fait tu as commencé à travailler vraiment? Donc après McDonald's, t'es rentré chez Tipiak directement? Voilà, alors après McDonald's, donc j'ai travaillé chez eux en recherche et développement, voilà, au siège de Guyancourt pendant 6 mois, donc tout ce qui était élaboration de burgers, tout ce qui était baguettes, etc. Donc il y a vraiment un R&D chez McDonald's en fait. Il y a vraiment un R&D chez McDonald's. Donc il y a 3 personnes, une directrice et deux project managers, et puis le stagiaire de service, c'était moi. Ah, c'est pas tellement, mine de rien, pour des opérations aussi grosses que ça. Ouais, c'est pas tellement, mais bon, on tourne très vite autour des mêmes choses en fait. On essaie à chaque fois d'apporter toujours une touche d'innovation, quelque chose de transcendant, très trendy, et finalement quand le marketing arrive, les opérations, etc. arrivent, ils retoquent tout et on revient à chaque fois un peu sur le même type de produit. Donc c'est pour ça que le département n'est pas forcément très très gros, quoi. Okay. Ça reste très intéressant parce qu'on découvre beaucoup de choses chez eux. Ah, c'est sûr que c'est une autre manière de travailler. Exactement. Et alors après ça, qu'est-ce que ça fait? Et donc après ça, donc je suis rentré chez Aliotis, qui fait partie du groupe Roulier, un très gros groupe breton. Roulier, c'est un gars qui s'est enrichi énormément grâce aux phosphates, qui est engrais. Et donc j'ai travaillé chez eux en recherche et développement, donc c'est une boîte qui faisait du poisson pané, donc très franchement en termes de R&D c'était pas très très intéressant. Des petits moyens, on sentait que c'est une société qui était un peu au bord de la rupture, d'ailleurs elle a été rachetée dernièrement par un concurrent. Et j'avais un CDD chez eux et je voulais encore continuer parce que finalement c'est compliqué de trouver du travail en France, et ils m'ont offert l'opportunité de travailler aux achats chez eux. Donc ensuite je suis parti chez Tipiak, où j'ai officié aussi en tant qu'acheteur. Donc j'avais une grosse partie de produits à l'achat international. Il faut savoir que même si la marque est estampillée bretonne, les produits bretons qu'il y a dedans, on les compte sur les doigts de la main. Et c'est comme ça pour toutes les boîtes dans l'agroalimentaire maintenant, malheureusement. On va justement chercher à baisser les prix, qu'on achète beaucoup à l'international. Mais c'était quand même une phase très intéressante. Et donc toi, tu étais aux achats chez Tipiak, alors du coup, tu travaillais déjà avec l'international ou pas du tout? Une grosse partie internationale, tout ce qui était poisson par exemple. En France, il n'y a pratiquement rien à pêcher, donc tout vient d'Alaska par exemple, le colin. Voilà, je ne vais pas citer toutes les espèces, mais beaucoup de produits internationaux. Tout ce qui était légumes par exemple, fruits, ça venait souvent d'Asie centrale ou Chine, etc. Donc voilà, une dimension internationale qui est intéressante, qui commence à rentrer au fur et à mesure. Et puis ensuite derrière, cette opportunité qu'avait eu la dame avec qui j'étais avant, de venir en Chine. Au début, un petit peu sur les freins en se disant voilà, ça m'intéresse pas. Je pense que comme pas mal de Français qui sont même ici, on a tous ces clichés. Toi, la Chine, c'était pas forcément quelque chose que tu avais sur ta carte. Non, zéro. Moi, ça aurait été Europe du Nord, par exemple, ou Amérique du Nord, on va dire les choses assez classiques. Et finalement, en se disant, tiens, allez, pourquoi pas, il faut essayer. Et puis on y va, quoi. Voilà, on va un peu au charbon.
Alors, du coup, en Chine, bon, tu as eu tes aventures. Nous, quand on s'est connus, tu travaillais déjà un peu dans le conseil. C'est ça, hein. Donc, tu as essayé. Donc, avec cette société, en fait, cette société a aussi beaucoup eu affaire à l'accompagnement de PME ou de produits qui devaient développer des marchés sur la Chine. Et donc, toi, avec la dimension agroalimentaire, c'est vrai que c'est un domaine qui était normalement assez intéressant. Après, là plus récemment, en fait, tu as rejoint une nouvelle société et là, tu reviens un peu à tes premiers amours autour du pain. Ouais, exactement. Donc, quand je travaillais en consulting, voilà, c'est un peu venu aussi pour apporter ma connaissance, mon expertise en alimentation. Finalement, on l'a retrouvé mais pas suffisamment pour moi, donc on a préféré s'arrêter. Ouais. Et donc maintenant, je travaille pour FB Solutions, donc c'est une société qui est en joint venture avec Bridor, qui appartient au groupe de Duf en France, voilà, qui font des produits panification. Et donc je suis maintenant Sales Marketing Manager de la partie Est de la Chine. Et voilà, donc là maintenant, je vends des produits qui me parlent totalement, du croissant, du pain au chocolat, du pain, des tartes, des desserts et encore plein d'autres produits. Et alors, quand on regarde un peu ton parcours et tes études, en tout ce qui est lié au sanitaire, qu'est-ce qui t'a choqué en Chine dans le food côté sanitaire? Il y a eu des moments où ça a été difficile ou Ouais, bah alors très franchement maintenant je le vois plus trop, enfin mis à part on va dire toutes les vidéos que tout le monde voit sur WeChat, voilà, avec du fake maïs, du fake rice, etc. Ça, mais en fait, là où ça m'a, alors je dirais pas non plus choqué, mais ça m'a quand même interloqué, c'est quand j'étais en audit pour Tipiac. J'ai vu des usines de Saint-Jacques, c'était absolument catastrophique. Il y avait pas, alors donc en fait, c'est très simple. Ils reçoivent leur Saint-Jacques, qui sont encore pleines de terre, elles sont très boueuses. Donc les mecs, en fait, les décoquillent, ils sont assis sur des bassines en usine. Ils décoquillent ça directement dans des bassines qui sont pas nettoyées. Ça passe ensuite sous l'eau. Et ces noix de Saint-Jacques, en fait, avant d'être processées, donc soit découpées, soit surgelées, en fait, elles sont mises de côté. Mais pas en chambre froide. Et donc justement, je cherche, je dis... Elles sont laissées à l'air, comme ça? Elles sont laissées à l'air dans l'usine, avec à température, 14 degrés, je fais c'est parfait, c'est idéal, c'est juste parfait ce qu'il faut pour des bonnes bactéries. Pour les bactéries, ouais. Et puis je regarde un peu, je dis mais il est où votre système de refroidissement? Et il me dit c'est là, donc il me montre des bouteilles en plastique, comme celle que j'ai sur la table, hein, donc avec une étiquette dessus, juste pleine d'eau, qui était à température ambiante, et ils mettaient ça en fait directement dans les Saint-Jacques. Voilà, c'était le système de réfrigération de l'usine. D'accord. Et donc ensuite on arrive dans une autre zone qui sent un petit peu la javel. Et puis là je m'approche d'une cuve qui sentait vraiment la javel, je leur dis mais qu'est-ce que vous avez mis dedans quoi? Et donc ils me sortent le nom du produit, hypochlorite de sodium. Ah mais c'est la javel quoi. Ouais. Oui, c'est la javel mais on en met en toute petite dose, voilà, c'est juste pour désinfecter, pour nettoyer. Voilà, je dis bon d'accord, ok, donc cette usine elle a vraiment rien à faire chez Tipiac, enfin, si jamais ils étaient intéressés, je refuse direct. Et voilà, c'était que des choses comme ça. Rien n'était respecté. Donc j'en ai vu des très très bien. J'ai surtout pas cassé les usines en Chine. Il y en a des superbes. J'en ai vu une du côté de Dayen qui s'appelle Jiangxidao, le groupe Zoneco, qui est superbe. Mais alors en tout cas, celle-là, celle que j'avais vue, c'est clairement ça s'est quand même vraiment bien amélioré. Enfin moi, tu vois, ça fait 13 ans aussi que je suis là. J'ai beaucoup aussi travaillé dans le food. On voit que les choses aujourd'hui sont quand même. Tu arrives à trouver des usines qui sont incroyables. C'est clair. Même mieux que ce qu'on pourrait avoir ailleurs en Europe, quoi. Exactement. Ouais. Mais toi, aujourd'hui, avec le métier que tu fais aujourd'hui, c'est vraiment lié à la vente et de la distribution. Oui. Donc finalement, est-ce que tu vois, on a encore ces problèmes de cold chain, de la chaîne du froid. Est-ce que c'est encore quelque chose aussi qui s'est bien amélioré, c'est vrai? Ouais, clairement. C'est vraiment pas quelque chose qu'on va. C'est pas un souci qu'on va retrouver. J'en discutais la dernière fois avec quelqu'un qui me disait en l'espace de même 5 ans, c'est-à-dire 10 ans, mais même 5 ans, les infrastructures, surtout en matière de chaîne du froid, elles se sont considérablement améliorées. Enfin, Alibaba a racheté plein de choses dernièrement, alors je ne me souviens plus des noms, mais c'est quelque chose qui prend une ampleur incommensurable en Chine. Et il y a un développement et une amélioration qui est continue. Et, je suis persuadé que d'ici même peut-être 2-3 ans, à mon avis, on va arriver sur des standards qu'on a déjà en Europe, voire même mieux. Quoi. Ouais. C'est vrai qu'il y a quelques années, en fait, j'étais encore dans le conseil, tous les produits qui touchaient à du froid, du congelé, etc., on leur disait attention à la chaîne du froid en Chine. Il y en avait même qui disaient, des gros cabinets de conseil qui disaient la chaîne du froid en Chine était à l'époque inexistante. En fait, vous ne pouvez pas faire confiance une seule minute dans le système. Et c'est vrai qu'après, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui ont beaucoup investi et qui ont mis en place pas mal de choses.
Alors, quand on s'est rencontrés récemment, en fait, la raison pour laquelle je voulais t'inviter sur Backstage, c'était pas seulement pour parler du food, même si c'était l'un des points sur lesquels nous on s'était rencontrés, mais c'était aussi parce que j'ai découvert une facette de toi où après le boulot, en fait, tu fais plein d'autres choses. Je t'ai découvert via ton Instagram avec Jean-Baptiste White, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Où en fait tu postes des photos qui sont incroyables, donc tu dois passer un temps énormément déjà à sourcer les endroits et ensuite à éditer les photos. Ouais. Quand est-ce que alors et après on parlera de la musique parce qu'en plus de tout ça tu fais quand même beaucoup de musique. Comment tu as découvert ta passion pour cette photo, la passion pour la photo? Alors la photo, en fait j'étais avec un ami, avec Quentin, donc DJ résident du Bar Rouge, d'accord, un des deux, qui m'avait proposé en fait un soir de venir faire un rooftop, en me disant voilà tu verras c'est assez cool, c'est assez joli, etc. Et très franchement la photo jusqu'à ce moment-là, très honnêtement je m'en foutais. Ouais. Ça m'attirait pas plus que ça quoi. Voilà. C'était quelque chose d'assez lointain, c'est joli, mais pas plus que ça. Mais tu n'avais pas d'appareil photo, enfin tu faisais les photos sur ton iPhone quoi. Voilà, c'est ça, ouais, même sur un Xiaomi, même encore à l'époque, c'était sur un Xiaomi que j'avais pris en plus vraiment le premier prix, donc avec une résolution pourrie, des ISO catastrophiques. Et donc voilà, je me suis retrouvé en haut de cet immeuble et avec une vue imprenable de Shanghai, qui est très difficile à voir hein, finalement. Et j'ai commencé à prendre des photos avec mon téléphone portable. Et je suis rentré chez moi, j'ai commencé à les éditer comme tout le monde hein, directement sur les applications qui sont présentes sur les téléphones. Et puis je trouvais ça assez sympa, je me dis tiens c'est assez joli, ces couleurs, ces contrastes, cette architecture. Et puis finalement ils m'ont réinvité à refaire un rooftop et je suis remonté à nouveau avec mon téléphone portable et quand j'ai vu mes photos je me suis dit non c'est pas possible. Et eux ils montaient pour faire un rooftop pour faire quoi? Pour faire des soirées? Non alors pour faire des photos? En fait c'est pour faire des photos, donc c'est déjà des photographes hein, d'accord, qui faisaient des photos et qui voulaient un peu me donner un peu ce goût de la photographie. Excellent. Et voilà, donc en fait la troisième fois, je comptais encore aller faire avec eux un rooftop et puis je me suis dit non c'est pas possible, je peux pas encore prendre des photos avec mon téléphone portable. Donc je suis parti directement à Loubalou, il y a la photo market, et puis j'ai fait ce qu'on appelle une craquante, j'ai acheté directement un appareil, un Sony Alpha 6000, d'accord. donc avec une lens vraiment de moyenne gamme, hein, mais je m'en foutais un petit peu, tout ce que je voulais faire c'était avoir au moins une photo qui soit acceptable. Et voilà, j'ai commencé à faire des photos et je me suis dit, là en fait il y a vraiment quelque chose quoi. Il y a vraiment une sorte de déclic qui est arrivé en me disant, non en fait c'est quelque chose d'extraordinaire quoi. C'est arrivé à prendre quelque chose à un instant T, alors je vais faire un peu la définition assez classique et lambda de la photographie, mais c'est arrivé à prendre un instant T où on voit des choses qui sont absolument magnifiques. C'est arrivé aussi à les cadrer, à faire en sorte de faire ressortir ces choses et de procurer de l'émotion, même si au départ on ne cherche pas à faire procurer de l'émotion chez quelqu'un, on cherche d'abord à avoir nous-mêmes de l'émotion quoi. Et au fur et à mesure j'ai commencé à faire de plus en plus de rooftop, alors forcément aussi en améliorant mon équipement, en achetant des bons appareils, en achetant un trépied etc pour être sûr d'avoir des photos qui soient magnifiques en longue exposition par exemple hein. Là comme je vois quand on a du bureau, on a ce balai de voitures avec l'autoroute, c'est magnifique, on a du rouge et du blanc et puis on est entouré par tout un tas de lumières qui sont j'ai envie de dire presque spécifiques à Shanghai hein, avec des choses très 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 bright mais très jolies. Et finalement voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai découvert après la partie aussi édite des photos, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire aussi des superbes choses, alors en trichant un petit peu, hein, j'ai pas l'inverse, mais pour moi, ça passe par là. Hein. Ça passe par là aussi, hein, c'est un peu aussi une forme d'art, c'est un peu aussi une forme de peinture, hein, on vient aussi apporter sa touche, c'est pas seulement appuyer sur un bouton à un bon moment, c'est aussi à mettre en avant des contrastes, mettre en avant des couleurs, mettre en avant des émotions au travers de couleurs, de brillance, etc. Et finalement, en faisant de plus en plus de rooftop comme ça, j'ai commencé à me faire connaître. Hein. J'ai commencé à mettre ça sur mon Instagram, sur WeChat. Des gens ont commencé à me contacter en disant ce serait intéressant, est-ce que je pourrais t'acheter cette photo, etc. Et je me suis dit tiens, je pense qu'il y a peut-être un truc à faire. Excellent. Et je me suis dit ce serait quand même dommage juste d'en rester au rooftop. La photographie c'est pas que ça, même si à Shanghai c'est très prenant, on est entouré de buildings de partout. Ouais, il y a de quoi faire. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Hein. Et puis il y en a encore beaucoup à faire, mais c'est quand même de plus en plus compliqué d'y accéder pour information. Si jamais des gens qui nous écoutent veulent en faire, je vous garantis, c'est vraiment de plus en plus dur d'accéder à un rooftop qui soit accessible. Oui, ils ont tout verrouillé, tout est sécurisé. Ouais, tout est sécurisé. C'est normal aussi. Tout est sécurisé.
Malheureusement non, je sais pas, mais en tout cas c'est bien dommage. Mmh. Et donc j'ai voulu faire autre chose que seulement du rooftop, et je commençais à m'intéresser à la photographie de rue. Donc je suis parti un matin avec mes différentes lenses, et j'ai commencé un peu à me dire tiens, essayons un peu de capter autre chose qu'un rooftop, et essayons de voir un peu ce qu'on peut faire. Comment tu t'es formé? Alors je me suis formé tout seul. Ouais. Forcément, j'ai aussi eu l'aide de Quentin, de mes amis, Maxime VDM, parce que le nom est très compliqué, et Valentin Bernard, qui est reparti en France. Donc ils m'ont aidé un petit peu en me disant voilà, il faut faire ça, etc. Mais après derrière, il y a toute cette partie empirique où on est tout content d'avoir fait une bonne soirée, avoir pris plein de photos, et qu'on rentre chez soi et qu'on met ça sur PC, on se rend compte qu'il y a peut-être des photos qui sont totalement pourries, quoi. Ok. Donc voilà, c'est de dire qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire, qu'est-ce que j'aurais dû faire, etc. Et toute cette partie empirique est très intéressante parce qu'on cherche de plus en plus à être précis, détaillé, même j'aurais presque envie de dire dur envers soi-même. Parfois on peut faire une très belle photo, mais on se dit non, en fait je pense ça aurait pu être mieux. Je peux faire mieux que ça encore. D'accord. Cette partie-là en fait m'a beaucoup intéressé aussi, et que j'ai retrouvé également aussi au travers de l'editing, finalement parfois en corrigeant une erreur que j'avais fait lors de la prise. Et donc du coup, tu es passé des photos des rooftops à des photos de rue, donc des photos de gens, où tu as commencé à faire des portraits ou pas trop? Alors les portraits pas forcément, parce que j'avais pas forcément le courage, mais presque parfois la témérité d'aller prendre les gens directement en photo, parce que je comprends que c'est pas très agréable, si j'ai quelqu'un qui vient me voir, voilà. Donc c'était plutôt en fait, j'ai essayé un peu de parler avec eux quand j'y arrivais, parce que bien souvent c'était des Chinois. Je ne parle pas chinois. Voilà, c'était un peu leur expliquer, je vais me prendre une photo de vous, j'apprécierais, etc. Et après, il y a toute cette phase, on vient leur montrer la photo, on rigole un petit peu. Et puis après, ils se prêtent un peu au jeu aussi. Cette partie-là qui est intéressante, où ils viennent finalement faire un peu des positions bizarres, on les prend en photo. Et il y a cette espèce de communion en fait que j'ai réussi à trouver au travers de la photo de rue, que forcément je n'avais pas du tout avec le rooftop. Bien sûr, on est vraiment sur de la caillasse et sur des câbles électriques. Et ça m'a beaucoup intéressé en fait. Et donc du coup, j'ai commencé à faire de plus en plus de photos de rue, de gens forcément, mais aussi après de leur habitation, surtout dans tout ce qui est lane, c'est ça qui est le plus intéressant, ces petites bâtisses, parfois un peu crasseuses, mais tellement intéressantes en termes de visuel contraste, c'est clair. On y passe des heures et des heures franchement. Et puis il y a tout cet aspect aussi où on vient chercher le petit détail. Quand on prend une photo d'un rooftop, c'est assez facile, on cadre, pam, et puis basta. Là, on vient marcher tranquillement, on regarde vraiment est-ce qu'il y a cette chose qui est un peu bizarre, etc. Et on la prend en photo, puis on apprend vraiment à découvrir, je dirais pas avec un œil nouveau, mais avec un œil plus attentif, l'environnement en fait dans lequel vivent ces gens et dans lequel en fait on vit nous aussi parfois quand on s'y balade. Et donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et puis finalement, je me suis dit, parce que je fais de la photo de rue, je prends aussi des habitations, je vais faire aussi on va dire de l'architecture de rue aussi également. Donc on commence à s'intéresser à des formes, donc on commence à aller voir des buildings, non pas parce qu'ils sont très hauts ou parce qu'il y a des choses autour, mais parce qu'il y a parfois une géométrie, une symétrie qui est atypique et qui est intéressante, et qu'on a envie de la prendre en photo, on a envie de s'accaparer cette chose-là. Donc ce que je fais parfois, c'était des photos que je mettais encore sur mes moments il y a peu de temps, c'est parfois, je vais juste faire un truc tout bête, c'est inverser à 90 degrés ou 180 degrés une photo. Et du coup, on fait la perspective, le visuel est totalement différent. Et en fait, on apporte quelque chose de différent, on apporte quelque chose de nouveau. C'est pas seulement juste une fenêtre et un mur qui a été pris en photo, mais je viens en fait détourner cette chose-là pour en faire, par exemple, donner l'impression que c'est une cascade de fenêtres. Ouais, et cette partie un peu artistique et picturale qui peut être mise en avant. Alors j'imagine que tous les jours, en fait, quand tu vas dans un rendez-vous de boulot ou quoi que ce soit, en fait, tu es en train de regarder de partout, et donc en gros tu es en train de te dire bon, alors là il va falloir que je revienne avec ma caméra, ça doit être ça. Ouais, c'est exactement ça. D'ailleurs parfois, parce que mon déjà dit d'essayer, il me dit mais qu'est-ce que tu fais comme ça, t'es toujours au travers de la fenêtre en train de regarder en l'air, ça peut paraître un petit peu abouti comme façon de faire, mais en fait je suis toujours en fait à chercher, tiens ce building là je le connais pas, tiens cette rue là elle est intéressante, donc à chaque fois je me prends une photo vite fait dans le taxi en me disant tiens c'est à tel endroit, je leur demande c'est quoi l'adresse, etc. Et après, du coup, j'y reviens. Enfin, quand j'ai le temps, j'y reviens, voilà. Et je viens voir si effectivement c'est intéressant. Et donc là, je prends des photos soit seul, soit avec Quentin. Voilà, on fait ça en binôme. Est-ce que tu as un objectif derrière ça? Est-ce que c'est-à-dire, est-ce que tu veux te faire exposer? Est-ce que tu as déjà fait une exposition ou...
Alors non, c'est un truc qui m'intéresserait beaucoup. Après, très franchement, j'ai pas assez poussé la chose. Enfin, si je pousse, je sais qu'il y aura des possibilités, mais il faut que je pousse la chose. Mais tu fonctionnes par série, par exemple. Par exemple, tu parlais des formes des buildings et tu disais, bah tiens, récemment j'avais des photos que j'allais pivoter à 90 degrés ou autre. Est-ce que du coup tu fonctionnes par des séries de photos que tu aimerais faire, plus les photos de nuit, plus les photos de maison Ouais, c'est exactement ça. T'as entièrement raison, c'est exactement ça ce que je cherche à faire. Je cherche aussi un style. Au départ, c'était juste de la photo, on va dire, classique, longue exposition, basta. Et puis après, avec le retraitement, je me suis intéressé à, par exemple, apporter du grain en plus, casser des couleurs, désaturer. Et donc je me suis amusé en fait à faire des séries comme ça. Photos désaturées, ensuite je me suis amusé à faire des photos lorsqu'il avait beaucoup neigé à Shanghai. Je me suis amusé à faire que des photos de lane avec ces espèces de lampadaires, ces lumières assez bleues et froides, mais qui finalement en fait se prêtaient à merveille avec des flocons de neige qui tombaient dessus, quoi. Donc je me suis amusé à chaque fois en fait à faire par petites séries, voilà, des photos de rue, des photos de building, des photos de moments particuliers, et puis du traitement aussi derrière, qui font qu'à chaque fois il y a des séries qui sont très spécifiques. Et c'est aussi en fait une manière pour moi d'étudier qu'est-ce que j'aime vraiment dans la photo, est-ce que je veux vraiment avoir une touche particulière, une sorte de signature. Alors je sais que j'ai une signature absolument catastrophique que je mets sur mes photos, et c'est un truc qu'il faut que je travaille, et ça fait 10 000 fois qu'on m'en parle. Mais voilà, c'est plutôt cette signature visuelle que j'essaie en fait de chercher. J'ai l'impression d'avoir trouvé, mais j'ai besoin encore de continuer. En fait, je pense qu'on n'est jamais satisfait. À tous les niveaux, que ce soit le boulot, la nourriture, l'art, on cherche toujours en fait quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant, on veut toujours pousser la chose. Donc il y a toute cette phase-là en fait qui m'intéresse de perfectionner cette photo-là. Toi, ce qui t'inspire aujourd'hui, tu vois, je t'écoute parler de ça, j'ai l'impression que c'est la lumière déjà, les contrastes de lumière, c'est le genre de choses que tu vas suivre. Quand je regarde tes photos sur Instagram ou autre, c'est énormément de jeux de lumière aussi, souvent il me semble. C'est un peu ce que moi je retiens de ces photos. Exactement. Si les gens veulent découvrir tes photos aujourd'hui, parce que tout n'est pas sur Instagram, donc au-delà de ça, est-ce que tu publies tout ça sur un site? Est-ce que tu es sur Getty Images où on peut attacher des photos? Alors je sais qu'on en avait parlé, je me souviens, et tu as entièrement raison, il faut que je fasse. J'ai pas eu le temps en fait, je suis plus resté sur l'aspect production et pas sur l'aspect communication. En fait. Donc que c'est peut-être pour toi que tu le fais. Parce que exactement, c'est ça que j'aime en fait. C'est parce qu'au départ je le fais pour moi. Alors je dis pas que je suis content, j'aime bien poster, un peu comme tout le monde. J'aime bien poster sur mes moments, j'aime bien poster sur Instagram, j'aime bien montrer ce que je fais. C'est pour partager avec mes amis, partager aussi avec des gens qui aiment ce genre de photos. Et puis je dis pas l'inverse, j'aime bien aussi me faire voir entre guillemets pour ce que je fais. Et puis finalement, pour l'instant, je reste vraiment sur des moments sur WeChat, sur Instagram. On revient un petit peu à ce que tu disais auparavant. Est-ce que tu ne voudrais pas te faire exposer? Oui, effectivement, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Je pense qu'il y a un de ces quatre, il faudrait que je me pose. Et puis je me dis, bon, allez, c'est bon, ça sert à rien de encore continuer à prendre des photos. Déjà, essayer de mettre en avant ce que tu sais faire. Et finalement, le fait de l'avoir fait au travers des moments, en fait, des gens ont commencé à me contacter. J'ai fait aussi de la photo, alors je fais une parenthèse parce que c'est assez important, j'ai fait aussi de la photo pour le Café des Stagiaires. À un moment, j'étais un peu leur photographe officiel, même si maintenant j'en fais plus pour eux. Voilà, je me suis fait connaître au fur et à mesure, et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire de plus en plus de photos pour des events, donc surtout des soirées, très franchement. Et pourquoi t'as fait ça? Est-ce que c'était pour essayer quelque chose d'autre dans la photo? Est-ce que c'est simplement pour, il y a un cachet et toi ça te permet de faire de la photo et de valider aussi, de te dire tiens, je peux me faire payer pour faire de la photo, ce qui est toujours un moment quand t'as un hobby et que tu peux commencer à gagner de l'argent, quelle que soit la somme d'argent, tu te dis tiens, il y a un truc qui est en train de changer là. Et toi, c'était pour quelle raison que tu as accepté de faire ça? Alors au début, je l'ai fait parce que c'était vraiment pour faire quelque chose de différent. J'avais encore envie de trouver quelque chose de différent à travers la photographie. Moi, ça m'étonne pas. Voilà, donc rooftop, ensuite tout ce qui est la vie de tous les jours, street photo, event. Et après, j'ai commencé aussi à faire aussi d'ailleurs de la photo pour la restauration. Photos de plat, des photos de plat, et puis ensuite, on discutera encore après, je suis encore passé sur autre chose. Mais c'était vraiment purement artistique et puis de découverte et de curiosité en fait, d'une nouvelle façon de prendre des photos. Avec par exemple un flash. Voilà. Avant je prenais pas de photos avec flash, maintenant je prends des photos avec flash. Au début les premières photos étaient mauvaises,
flash de plein face qui cramait littéralement les visages. Et puis voilà, je me suis dit, tiens, ça va pas, comment je peux modifier, etc. Et puis on fait des tests. Moi, je fais des tests chez moi dans la chambre, je me mettais dans le noir. Et puis je mettais mon flash en différentes positions, changeais mes paramétrages, l'ouverture, etc. Puis à un moment donné, je me disais, ah ben voilà, en fait c'est ça qu'il me faut, quoi. Donc il y a toute cette phase aussi de préparation que je faisais en amont, avant d'aller faire des photos, par exemple. C'est un vrai hobby, hein. Enfin, tu vois, quand je t'écoute en parler, t'es passionné, clairement. Ouais. T'as étudié ton truc, tu l'as bossé, t'as passé des heures. Enfin, on le sent, quoi. C'est pas un truc que tu fais vite fait et que tu fais de l'édit comme ça dans le taxi ou aux toilettes. Ouais, quoi. Il y a du boulot, quoi, tu vois. Ouais. Et t'avais déjà des hobbies comme ça quand t'étais petit? C'est une bonne question, ouais. D'ailleurs, qui est toujours une passion. Alors, j'ai plus trop le temps parce que justement à cause de la photo. Et puis, on parlera aussi après de la musique. J'ai vraiment un calendrier qui est compressé à mort. D'ailleurs, c'est bien qu'on passe que à l'audio parce que j'ai des belles cernes. Mais ouais, en fait, j'ai toujours, alors, je trouve que ça fait un petit peu niais grandissant, mais depuis tout petit, hein, j'ai toujours aimé le dessin en fait, et la peinture. Ok. J'ai toujours été hyper attiré par ça. Et donc j'ai dessiné hyper tôt, voilà, des crayons, peinture, enfin comme beaucoup d'enfants, je dirais. Mais voilà, j'ai poussé encore. J'ai fait après une petite école de dessin. C'était pas vraiment d'enseignement, c'était plus pour apprendre un peu les matières, comme il disait. Donc il n'y avait pas vraiment de technique là-dedans, mais c'était plus pour voir un peu s'exprimer. Et puis après, j'ai commencé à faire de plus en plus de dessins et de peinture. Donc voilà, sur mes moments Instagram, on peut avoir certains, donc des crayonnés. Alors, j'étais plutôt avant sur un aspect, on va dire, imagination. Ok. Plutôt d'ailleurs un peu sur des trucs un peu lugubres ou des monstres. Hein. C'est très intéressant en fait. Les gens disent ah mais c'est affreux. Oui, c'est affreux, mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on apporte une image totalement différente de celle qu'on voit actuellement. Et le fait de dessiner ce genre de choses, ça permet en fait de jouer sur beaucoup de contrastes, d'apporter des variations de teintes qu'on n'a pas forcément dans la vie de tous les jours. C'est assez intéressant à faire. Bon, clairement, l'œil du photographe, il vient de là, quoi, déjà. Oui. Enfin, clairement, la connaissance en fait en tout cas la sensibilité des contrastes, des lumières, des ombres que tu pourrais avoir en dessinant aussi. Finalement, on le retrouve déjà là, quoi. Ouais, exactement. Je pense qu'il y a forcément un lien dans tout ça. Ouais, c'est sûr. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure avec le traitement des photos. On retrouve aussi cette partie retouche presque à la main. Ouais, c'est vrai. Voilà, du crayonné, de la peinture, mettre des choses en avant et essayer d'en étouffer certaines. Donc voilà, le dessin, ça a toujours été là. Ouais, donc j'étais parti voir une personne qui faisait des cadres de peinture et donc j'étais venu avec un dessin en fusain. Que nous voulions encadrer. Il m'a dit ah mais c'est super intéressant, j'aimerais si c'est possible j'aimerais le mettre ici en avant dans ma boutique et essayer de le vendre. Voilà. Donc voilà, il y a cette partie là. T'as réussi à le vendre? Alors du coup en fait on est parti en fait ce mec là après a fermé. Malheureusement j'ai pas réussi à le vendre. Je sais qu'il y a des gens qui étaient intéressés par exemple sur internet, mais après je me suis dit j'ai pas forcément envie de vendre ça 100, 150 euros, 200 euros. Ça veut rien dire. Ouais, ça veut rien dire. Le dessin me plaît, je préfère le garder. Ouais. Franchement, à ce prix-là, je préfère le garder et j'ai bien fait, j'en suis très content. Et j'ai toute une belle collection chez moi que j'aime garder, que j'aime bien parfois regarder quand je rentre en France. Ouais. Voilà. Côté photo, est-ce que tu as imprimé des photos que tu as mis chez toi? Justement, c'est un truc très bête, je ne l'ai pas fait. Ouais. Je voulais le faire. Et comme là, en fait, je vais changer d'appartement. Oui, donc c'est par contre, c'est quelque chose que je vais faire pour le prochain. D'accord. Voilà, quelque chose sur aluminium. Alors j'ai eu des demandes par des gens, c'est sur des groupes qui m'ont demandé. Après forcément ça joue sur les prix, ils préfèrent acheter autre chose, etc. Mais oui, faire de l'impression, oui, c'est une très bonne idée. Et c'est en fait se faire entourer, littéralement, se faire entourer par un monde en fait qu'on a voulu imprimer, qu'on a voulu mettre en avant. Un monde qui correspond véritablement à qui on est. Mais là, si tu avais, de toutes les photos que tu as prises, d'accord, tu en as pris des centaines, si c'est pas plus, des milliers, je sais pas. Ouais. Il faudrait que tu en imprimes une, tu sais exactement celle que tu vas imprimer? Ah, c'est une bonne question. Tu as une photo qui vraiment... parce qu'au-delà de la photo et du résultat, il y a le moment qui va avec, j'imagine. Tu vois, il y a ce moment où tu as pris la photo qui va avec cette soirée que tu as passée sur un toit ou je sais pas où. Et tu sais laquelle c'est? Je ne saurais pas vraiment dire. Je pense qu'il faut les j'en ai tellement. J'imagine. J'ai pas forcément de préférence toujours sur quelque chose. Moi, j'ai toujours plein de choses que j'aime bien en fait. C'est un peu le côté curieux.
C'est vrai que si je dirais par rapport au fait que c'était vraiment stressant d'aller sur un rooftop, parce que c'est pas très normal d'y aller. Bien sûr. Ouais, j'en ai une ou deux. Alors il faudrait que je puisse te montrer, c'est difficile de décrire. On pourra en mettre une sur l'article qui va avec, si tu veux partager. Avec plaisir, avec plaisir. Ouais, j'en ai deux, trois qui ressortent par rapport à des émotions fortes. Après, j'en ai très bien pris aussi la dernière fois dans une gare où j'ai pris donc tu sais, ces vieux wagons verts qui sont absolument magnifiques et il y avait de la peinture qui dégoulinait, de la rouille aussi qui coulait, etc. Et c'était pas forcément très beau, mais je sais pas, j'étais en train d'attendre un TGV, là les fast train. Là. Ouais, les fast train et donc j'ai pris ce truc-là en photo de façon assez fortuite, en me disant que pourquoi pas, ça peut être pas mal. Et puis je suis rentré chez moi, alors que la photo n'était pas forcément extraordinaire, et je l'ai retraité, et j'ai vraiment réussi à mettre en avant quelque chose que j'arrivais pas à voir au travers de ce wagon. C'était cette espèce de crasse en fait, qui était à peine visible, mais finalement au travers de la photo, en augmentant les contrastes et la clarté, j'ai réussi en fait à mettre en avant ce côté vieux et rusty de ce wagon, et en fait c'est une photo que j'adore maintenant. Et la photo du coup ça passe au-delà de l'œil. Ça passe aussi beaucoup dans le retraitement et l'édition parce que ça va te permettre de mettre en avant justement ce genre de choses. Il faut aussi avoir un œil en disant tiens, je vais aller le chercher, cette crasse-là qu'on ne voit pas, je vais aller la chercher. C'est exactement ça, parce qu'en fait on pourrait très bien l'avoir à un moment de la journée, parce qu'il y a un ensoleillement particulier, parce qu'il y a un ombrage particulier, sauf que la photo c'est du coup de bol aussi. Parmi les plus belles photos qu'on voit, oui forcément les photographes sont extraordinaires et puis t'as aussi l'appareil qu'il fait, mais c'est surtout des mecs qui ont un œil extraordinaire. Mais parce qu'ils ont réussi aussi à capter le meilleur moment d'une journée. Peut-être là au bon moment, exactement, avec la bonne lumière. Et donc en fait le pré-traitement parfois permet de pallier à ce souci-là, en apportant justement la luminosité ou l'ombre qu'on voulait avoir à un instant T. Quels sont les autres chemins que tu veux essayer de prendre avec la photo? On a vu là, tu as essayé de travailler d'abord les rooftops, les lanes, les gens, les événements, les soirées. Est-ce que tu as déjà d'autres domaines que tu aimerais travailler? Ouais. Tu fais ta liste un petit peu des... Ouais, effectivement. Faire plus de portraits, c'est-à-dire faire du modèle, concrètement. Parce que j'ai un ami, donc Maxime Véden, qui je pensais à lui pour ça. De façon extraordinaire. Super boulot. Il fait vraiment des séries d'enfer. D'ailleurs, je propose aux gens d'aller voir ce qu'il fait également. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Surtout qu'en plus, j'ai participé. Il m'a invité comme assistant justement à 2 reprises. Donc c'était intéressant de voir comment il s'y prenait, puis la discussion aussi avec ces modèles. C'est pas juste des gens qui sont là pour poser, mais il y a toute une discussion, etc. De faire des positions, bien sûr. Cette partie m'intéresserait, puis ce qui m'intéresserait aussi, c'est faire la photo un peu sportive. Ah ok. Voilà, c'est-à-dire plus l'aspect, on va dire, mouvement des voitures, mouvement des personnes, etc. Et essayer de donner un espèce de décalage entre l'objet en mouvement et puis le background, quoi. C'est assez compliqué à faire. Par exemple, en Formule 1, on voit parfois des photos où les gars arrivent juste à figer le museau de la voiture et tout l'arrière, en fait, est en flou et en accélération. C'est hyper dur à faire, par exemple, ça. Et ça, j'aimerais bien vraiment essayer. Donc voilà, je vais un de ces cas, là, je vais sortir dans la rue et puis je vais commencer à faire mes paramétrages, je vais prendre 400 photos et puis quand je réussis à avoir la bonne, je me dirais, voilà, faut que je fasse comme ça maintenant. Et puis après, d'ailleurs, c'est arriver à pousser encore la chose et à en faire un truc qui soit artistique. Très bien. Voilà. Ça va être aussi intéressant. Alors, on voit que tu es hyper occupé avec ton boulot déjà, la vie privée, tes hobbies, la photo. On a beaucoup parlé, on a fait allusion à la musique. Du coup, tu es DJ sur plusieurs soirées, c'est ça? C'est ça. Comment tu as démarré là-dedans alors aussi? Alors la musique, c'était en échange avec la photo parce que le DJ du Bar Rouge t'a dit tiens, je t'apprends la photo. C'est vrai le voir jouer, les voir jouer forcément ça fait quelque chose, ça attire en tout cas. On les voit comme ça en train de entre guillemets de pianoter, toucher leurs boutons, on se dit tiens mais qu'est-ce qu'ils font, je comprends pas. Et puis voilà, en fait j'ai commencé à participer à des soirées, donc des soirées à The Cut, à SAGB, parce que j'ai mes amis qui mixent. Donc à l'époque c'était François et puis Quentin, maintenant il y a aussi Clément qui est le fondateur de la SAGB. Et voilà, j'écoutais leur musique, je me dis tiens mais en fait j'aime bien ce monde là, je trouve ça très cool, ça me parle, etc. Donc je me souviens à l'époque j'avais commencé un peu à leur envoyer quelques suggestions de sons. Et puis
une fois, on était au café des stagiaires en train de discuter d'une autre soirée qu'on faisait aussi qui s'appelait la Lips. Enfin, qui s'appelle toujours la Lips, hein, c'est quelque chose qu'on essaiera peut-être de retravailler dans le futur. Et François ou Clément me dit tiens, est-ce que ça t'intéresserait de mixer? Je me retrouve un peu presque interloqué en me disant je sais pas, oui, pourquoi pas, pourquoi pas, testons. Ouais. Mais tu savais faire? Tu avais déjà touché? 0, je savais rien du tout comment ça marchait, je savais pas à quoi correspondaient les boutons, catastrophique. En plus j'avais j'avais des sons que j'avais sur SoundCloud, mais j'avais pas forcément des choses qui correspondaient vraiment à ce qu'ils voulaient, donc ils m'ont fait passer une sorte de test en me demandant propose-nous une liste de 15 musiques que tu voudrais passer sur la soirée. On va voir déjà si tu es vraiment dans le mood, et dans le mood aussi. Et donc ça s'est bien passé. Et puis après ils m'ont montré comment marchait une platine. Donc, j'avais commencé au café des stagiaires à l'époque avec 50 sons qui étaient absolument dégueulasses que j'avais téléchargé sur un site qui venait pomper des sons sur YouTube. D'accord. Donc un son catastrophique, des transitions, j'en parle même pas, c'était des earthquakes. Ouais. Parce qu'en fait je savais pas comment ça marchait. Ouais. Et puis voilà, il y a cette méthode empirique que j'avais dans la photographie, que j'ai aussi du coup retrouvé en tant que DJ. Forcément, j'ai été aidé par François, Clément et Quentin. Hein. C'est clair qu'ils m'ont beaucoup apporté. Et après, j'ai dû aussi apporter ma propre touche en disant voilà comment je peux transitionner, etc. Et puis là, en fait, je me suis finalement rendu compte que j'adorais ça. Alors, DJ, c'est un bien grand mot quand même. Hein. Ouais, bien sûr. Quentin, par exemple, est un vrai DJ, par exemple. Ça fait 15 ans ou 17 ans qu'il fait ça. Il a produit des sons. Enfin, il a travaillé dans des super grands établissements. Lui, il est bon. Hein, il est carrément très bon. Moi, je m'estime pas bon. En tout cas, avec François, on dirait qu'on est un peu des transitionneurs. Voilà. Ouais. On vient mettre des musiques au fur et à mesure. Il y a tout ce travail de savoir quelle musique mettre en fonction du mood, en fonction des gens, etc. C'est pour garder l'ambiance, faire monter l'ambiance. Voilà, c'est ça. Amener les gens à danser, les garder sur la piste, et puis après que ça parte un petit peu en cacahuète. L'aspect ébullition au collectif qui est super intéressant. Et alors attends, après je sais plus ce que je voulais dire. J'en étais où? Tac. Mais non, mais oui, justement, en fait, que vous, par rapport à d'autres qui sont des professionnels, vous considérez juste plus comme des transitionneurs, comme tu disais. Voilà. Et pour garder l'ambiance, et parce que justement, DJ, ça fait beaucoup de choses. Il y a de la production, il y a du vrai mix. Voilà. Et je pense qu'en mix, en musique, de toute façon, c'est exactement le même principe que l'édit de la photo. Tu peux travailler les basses, les aigus, mettre en avant tel ou tel mix avec une autre chanson qui va te permettre de faire sortir autre chose sur cette chanson-là. Et vous, toi, tu te considères pas encore à ce niveau-là? Tu le travailles beaucoup du coup chez toi ou? Non, je travaille pas chez moi. Alors, je me suis acheté une platine parce que justement je voulais le faire. Finalement, j'ai pas le câblage et j'ai pas le temps d'acheter le câblage. Du coup, t'as la platine. Ouais, j'ai la platine chez moi, donc elle me sert quand je fais parfois une soirée où on me demande de venir mixer. Parce qu'ils ont déjà le câblage, mais autrement chez moi je m'entraîne pas. En fait je m'entraîne directement, on va dire quand tu es sur place. Quand je suis sur place, maintenant c'est plus l'entraînement, maintenant ça coule tout seul, hein, c'est très fluide. Oui voilà, et toute cette partie justement apporter sa touche aussi. Filtrer la musique, baisser certaines les notes aiguës, les notes basses, apporter un son plus, venir récupérer un son d'une autre musique et le rajouter sur celle-là. Et en fait cette partie-là c'est de la création. Hein. C'est de la création instantanée qui est très brève, mais c'est de la création. Après que les gens aiment ou non, voilà, ça dépend. Mais en tout cas, c'est super intéressant à faire. Voilà. C'est un peu comme c'est de la peinture musicale en fait. C'est apporter chaque fois la petite touche en disant tiens, ça c'est pas mal, je vais rajouter dessus, etc. Et puis à la fin on se retrouve avec un son qui est plus ou moins bon, même parfois aussi excellent. Hein. Ça peut arriver de faire des choses excellentes. Et c'est ça en fait qui m'intéresse là-dedans. Voilà. C'est le côté live aussi. C'est que tu peux pas passer comme une photo, tu peux pas passer des heures à retravailler, à aller chercher le truc. C'est là la chanson elle défile, là il te reste 3 minutes au truc, c'est maintenant quoi. Exactement. Puis alors au début quand on commence, quand on n'y connaît rien, c'est une catastrophe parce qu'on se dit j'ai que 3 minutes. Donc il faut déjà trouver une musique qui est derrière. En plus il faut que je trouve à peu près la même fréquence, etc. Et donc il y a du stress. Donc en fait au début c'est pas forcément de l'excitation, c'est vraiment du stress. C'est dire qu'est-ce qu'on pense les gens si je fais ça quoi. Et puis finalement en fait au fur et à mesure on se dit bon attends il faut bien passer par cette phase là. Et on va dire que ce stress devient au fur et à mesure en fait du pur plaisir. Et maintenant dès que je suis en soirée, j'ai envie de jouer systématiquement. Dès que j'entends quelqu'un mixer, que je vois quelqu'un mixer, j'ai envie de jouer à sa place. Dès qu'on mixe, j'adore ça. Tu fais combien de soirées par semaine maintenant? T'en fais déjà plusieurs par semaine ou? Bon là pour l'instant, The Cut c'est pratiquement tous les jeudis.
Ouais. Là, on a fait 3 fois, sur 3 mois, une ICO. Bar Rouge, on fait ça ce week-end là. Excellent. Voilà, on a déjà fait Bar Rouge auparavant. Et là, vous fonctionnez en collectif, donc du coup, c'est le Ghetto Blaster, c'est ça? Oui, exactement. Hein. Donc en fait, vous fonctionnez par collectif, c'est le collectif qui se fait booker sur des endroits, sur le Bar Rouge ou autre, ou une éco, et ensuite vous, en interne, vous gérez, puisque vous êtes plusieurs DJ, j'imagine. C'est ça. Et selon les dispos et selon votre style, parce que vous avez peut-être des styles complémentaires aussi. Ouais, des styles complémentaires, effectivement. D'accord. Oui, en fait, l'image c'est du Ghetto Blaster, hein, la boombox, c'est la chose qui nous est caractéristique. C'est toi aussi qui as fait les photos des flyers ou non? Alors oui. Une partie des photos, une partie est faite en France, parce qu'on a aussi un collectif en France, SAGB France, avec des anciens en fait d'ici, hein, qui sont repartis en France, qui ont monté une structure là-bas. Et une partie des photos, Quentin a fait. Moi, j'en ai fait pas mal là, sur la partie hiver. Là maintenant, ce qu'on voit actuellement, c'est les personnes de SAGB France qui les ont faites. D'accord. Donc cette partie-là aussi qui est intéressante, c'est pas seulement prendre une photo de quelqu'un avec un boombox, c'est trouver une situation qui soit parfois atypique, folle, délirante, et ce qui en fait c'est hyper intéressant. Hein, c'est trouver les bons endroits, les bons moments. La dernière fois, on était en train de se balader autour de l'IAPM, et je voyais ce gars en train de couper l'herbe avec cette espèce de machine à rotor là. Ouais. Et puis je dis à Clément, il faut qu'on récupère sa machine et qu'on passe une photo quoi. Il me dit non, on va pas le faire et tout, ça craint. Je dis non, on s'en fout, on teste quoi. Et puis donc on y est allé au culot et puis on a fait les photos avec la rotative directement dans les mains. Donc voilà, il y a cette partie-là aussi qui est intéressante. C'est pas seulement jouer de la musique, c'est aussi promouvoir aussi ce collectif-là. Il y a un univers en fait, globalement, il y a un univers de couleurs, on le voit avec les styles que vous avez. Il y a un côté aussi très français dans la French Touch, on va dire, clairement. Et ça se voit dans les flyers, ça va se voir dans les playlists que vous allez jouer, les musiques que vous allez jouer, et puis les endroits où vous allez travailler avec le thème des soirées que vous allez accompagner aussi, quoi. Donc c'est exactement ça. Excellent. C'est toujours apporter cette image-là en fait de gars un peu délurés, pas qui s'en foutent de tout, mais un petit peu. On aime bien mettre en avant, y aller, comment dire ça, sans blocage, voilà. Ouais. Sans blocage, être naturel et faire comme si on s'amusait. D'ailleurs, c'est le cas. D'ailleurs, on s'amuse. Alors, ce qui est génial, c'est que on voit que tu as des hobbies qui sont des super hobbies artistiques, etc. On est aussi sur des hobbies où, côté photo, quand tu vas faire des événements, etc., tu vas normalement pouvoir commencer à te faire payer à droite à gauche. Quand tu fais de la musique, tu te fais aussi rémunérer pour les soirées. Donc, tu es sur des hobbies où tu as réussi à être passionné de ton truc et commencer à te faire payer pour ça. Ce qui est déjà un miracle. Il y a plein de gens qui aimeraient réussir à faire ça. Toi, en fait, je le sens pas le côté, on va dire pécunier en fait de l'histoire. En fait, c'est juste que il y a une transaction qui fait que si tu veux jouer, les gens ils doivent te payer. Ouais. Mais toi, tu viens jouer, il s'avère qu'on te paye quoi. Je ressens comme ça en fait. Ouais. En fait, voilà, c'est ça. C'est un vrai plaisir. Ça m'est déjà arrivé de faire des soirées où j'ai accompagné certains pour justement faire les aider parce que par exemple il y avait un problème de platine ou parce que ils pouvaient rester qu'un certain temps, etc. Et il y a juste ce plaisir qui était là de venir jouer forcément si on est payé tant mieux, mais si on n'était pas payé je m'en foutais pas grand chose. Voilà, c'était vraiment le plaisir de faire ça quoi. D'accord. Donc c'est pas rémunérateur même si forcément on est payé, mais c'est pas ça qui est intéressant là-bas, c'est vraiment vouloir jouer et puis avoir du monde en face et avoir cette communion entre nos musiques, ce qu'on met et puis les gens qui sont en face. C'est vraiment en fait, il faut vraiment être derrière des platines pour s'en rendre compte. Mais quand, par exemple, on a une soirée où c'est plein, les gens sont fous parce qu'ils sont forcément aussi alcoolisés. Et qu'on met ces musiques qui détonnent, même parfois des choses qui sont pas forcément des musiques commerciales que tout le monde apprécierait, mais les gens sont tellement fous en fait que en mettant cette musique-là, il y a une sorte d'ébullition qui ressort et qui est absolument tonitruante. Où est-ce que tu vas chercher ton inspiration sur les musiques que tu vas utiliser? Alors l'inspiration, juste pour revenir, je reviens du coup un petit peu en arrière. Durant mon adolescence, j'ai écouté pratiquement que du black death metal. Voilà. Ah oui. Ouais. Ah c'est ça le coup des monstres que tu dessinais, le stéréotype. Voilà, j'écoutais que ça parce que je me suis dit que c'était
la meilleure musique et qu'il n'y avait pas autre chose à écouter. Voilà. Ok. Après, forcément, on évolue, heureusement. Donc, hard rock, metal, ouais, très dur. Voilà, mais encore le rock, c'était léger. C'était vraiment du truc guttural, norvégien, suédois, particulier, quoi. Et puis après, au fur et à mesure, forcément, on s'intéresse un peu à d'autres courants musicaux. Après, il y a l'électro qui est arrivé. Finalement, ça paraît pas, mais il y a une sorte de lien entre l'électro, dark électro, et puis le métal. Et puis l'électro, après, amène d'autres choses, etc. L'électro amène ensuite à de la disco électro, jazz électro, etc. Et puis finalement, en fait, on s'ouvre à tous les champs musicaux possibles. Et puis en fait, à la fin, on apprécie pratiquement tout, quoi. Donc l'inspiration, pardon. Ouais, non, c'est du coup de revenir au dark metal jusqu'à ça, c'était excellent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui la musique, elle est tellement mélangée, on va retrouver du son funk dans de l'électro avec du hip-hop, le rock vient se mélanger avec du hip-hop de plus en plus. Enfin, tout ça, c'est sûr que si tu es un peu curieux et ouvert, clairement tu vas toucher un petit peu à tous ces genres musicaux. Et donc aujourd'hui, par rapport à ton inspiration, tu vas piocher un petit peu dans tout ça? Ouais, je présente tout ça en fait. C'est au départ, on part un peu des courants musicaux classiques. Au fur et à mesure, on commence à s'intéresser, comme tu disais, à des espèces de chimères entre différents courants musicaux. Et le fait de rentrer là-dedans, ça donne encore plus envie d'aller voir autre chose au fur et à mesure. Et finalement, en fait, on se rend compte à écouter tout. Alors, je dis pas que j'aime tout, mais j'aime beaucoup de choses. Et dans ces choses-là, parfois, l'inspiration, c'est pas seulement en fait quelque chose qu'on aime. En fait, c'est en disant, on essaie de se projeter en disant, est-ce que les gens vont aimer ça? Est-ce que ça correspond à l'esprit SAGB? Est-ce que ça correspond à, par exemple, l'ambiance qu'il y a à tel endroit, etc. Et donc, du coup, en fait, on se retrouve avec un pool de musique qui va être caractéristique de ce type de personne. Ça, on peut l'utiliser pour ça. Exactement. On peut l'utiliser pour ça. Et en fait, après, on revient encore à la peinture, on a une petite palette pleine de couleurs, on se dit, tiens, on va prendre, là, on a que des filles, on va prendre du rose, du rouge, enfin, ouais, bien sûr. Je fais un raccourci, hein, mais voilà, c'est comme ça, en fait, que ça va se faire. Donc, c'est cette partie-là, en fait, qui est intéressante. Excellent. Voilà. Je pense que, sincèrement, je suis ravi qu'on ait fait cet entretien parce que, on s'était rencontrés dans une soirée où on avait parlé de ça et on avait parlé de la photo et on avait touché à ces éléments-là. Et moi, c'est ça qui m'avait plu et je me suis dit, mais en fait, il y a plein de gens qui te connaissent vite fait, mais qui savent pas, en fait, qui connaissent pas tout ça, tu vois, et qui connaissent pas cet aspect, le fait que, encore maintenant, là, tu reviens à la notion de peinture, à la notion de couleur. En fait, clairement, on a l'impression que tu passes d'une journée à l'autre et ça passe d'une couleur à une autre, tu vois. Ouais. Et moi, je serais vraiment content de pouvoir voir beaucoup plus de tes photos. Et je pense qu'il y a plein de gens qui seraient curieux de voir un petit peu l'œil que tu as. Les soirées aujourd'hui, on mettra aussi ton compte WeChat au niveau de l'article pour qu'on puisse voir. Et en fait, tu publies aussi assez facilement les soirées où tu vas mixer à droite à gauche. Ouais. Donc on voit que tu as t'as un agenda bien occupé aujourd'hui. Comment tu arrives à équilibrer tout ça? Tu arrives à trouver des moments pour toi, à te reposer ou... Ouais, c'est assez compliqué quand même. Hein. C'est assez compliqué. Puis il y a forcément aussi la copine aussi qui est là, bien donc sûr. Forcément il y a encore aussi plus de temps à trouver. En fait, ça doit être fatigant, c'est tellement enrichissant, c'est tellement excitant en fait, que finalement cette fatigue on la met de côté. Je dis pas non plus que je suis tout le temps fatigué, heureusement. Hein. Mais oui, c'est vrai que ça peut être un peu épuisant par moment, mais j'ai envie d'avoir aucun regret, je m'éclate dans ce que je fais. Dans tout ce que je fais, je m'en sors très bien, enfin j'estime m'en sortir très bien, que ça continue comme ça, j'aime que ça continue comme ça. Et voilà, j'essaie d'adapter mon programme au maximum pour que je puisse faire en sorte que tout rentre. Voilà, franchement en ce moment, avec mon travail, vu que je commence, j'ai beaucoup de choses à apprendre, à développer, donc forcément là le mix et puis le DJ et puis la photo, oui forcément j'en fais moins, mais quand ça ira mieux je vais remettre un petit peu à nouveau à tout ce genre de choses parce que j'en ai besoin. C'est aussi un équilibre là, à chercher, hein. C'est vraiment ça. Alors c'est clair, je regardais un reportage sur Orelsan et Orelsan disait justement, les gars lui disaient mais tu fais tellement de choses aujourd'hui entre les films, la musique, t'es partout bloqué, les tournées, les fringues, et il dit mais justement en fait mon moment à moi c'est quand je fais ça finalement parce que c'est ça. Je pense après quand t'es, alors nous à Shanghai je pense qu'on a un peu tout ce virus là, c'est qu'on va de, tu sais, ces moments un peu dans la drogue où tu vas avoir le moment où tu es très high en fait. Et en fait, tu passes de moments tellement intenses d'excitation, les soirées, la super photo, les couleurs que tu viens de travailler, les moments où tu as pu rentrer sur un rooftop que tu essayais de viser depuis un moment que tu n'as pas pu avant. Tous ces moments, en fait, tu passes de moments qui sont très excitants, tu vois, et finalement, tu en manques après. Tu as envie d'avoir ce prochain moment en fait, qui va revenir assez rapidement. Donc,
Dans ton cas où tu as ces 3 piliers aujourd'hui, où c'est quand même hyper intense, ouais, tu dois aller de bon moment en bon moment. Et puis les creux, pour l'instant, ça va être fatigant. Ouais. mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. En fait, c'est finalement, en fait, on trouve une sorte de repos et puis d'amusement en même temps durant ces phases-là où on fait la photo, l'idée, etc. Quoi. Donc, oui, c'est fatigant, mais en fait, on apprécie tellement que c'est une sorte d'exutoire aussi sur une période. Là, pour arriver à la fin, tes parents aujourd'hui, ils comprennent ce que tu fais en Chine? Ah ouais. Ils savent ce que tu fais, ils arrivent à suivre en fait tout ce que tu as. Ouais, alors j'essaie de leur communiquer quand même, parce que je me suis un peu des choses aussi sur Facebook, même s'ils sont pas forcément tout le temps dessus. C'est pas trop la génération, mais oui, je leur envoie des photos, je leur montre un peu ce que je fais. Eux, forcément, ils seraient très contents que je sois en France. Je pense que, voilà, comme beaucoup de personnes, avec leurs parents. Mais voilà, ils ont accepté au fur et à mesure que voilà, je suis ici. Et en fait, ce qui leur plaît, forcément, c'est que je sois content d'être ici et je m'éclate littéralement dans tout ce que je fais. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas rentré en France, justement, après cette phase de transition? Tu disais que tu es arrivé avec quelqu'un, ça n'a pas bien fonctionné, le boulot, tu n'as pas réussi à garder la petite mission que tu voulais faire avec Tipiak, par exemple. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a un moment, tu t'es pas dit, bon, bah non, allez, j'y vais, la période, elle est terminée, ça n'a pas marché, bon, bah je rentre en France et basta. Ouais, mais je pense que c'était un peu une sorte de défaitisme, en fait, en disant, bah voilà, en fait, j'accepte les choses et puis je rentre chez moi, quoi. D'accord. Un peu la queue entre les jambes. Ouais. Je me suis dit non, faut que je me bouge. Faut que je me bouge et je pense que c'est le meilleur endroit pour se bouger. Voilà. Ouais. Quand je voyais les fusions qu'il y avait autour de moi, quand je voyais tous ces gens qui avaient plein d'entreprises, d'entrepreneuriat, comme toi par exemple, forcément on se dit non mais il y a quelque chose à faire. Quoi. Donc il faut pousser la chose. Il faut s'en inspirer, il faut essayer de s'adapter à cet environnement et d'ailleurs en fait on se rend compte qu'il y a plein d'opportunités dans ce pays. On se découvre des choses, voilà, moi la photo par exemple, au DJ, un truc que j'aurais jamais fait en France, que j'ai découvert ici, parce qu'en fait je me suis senti dans un environnement qui m'a permis de le faire en fait. Ouais. Une sorte d'épanouissement, un peu comme une fleur qui recevait enfin la bonne eau avec les bons minéraux, etc. Voilà, c'est un peu comme ça que je ressens la chose. Tu t'es épanoui peut-être davantage ici. Ouais, clairement. Exactement. Ouais, clairement. Et alors justement, maintenant, voilà, on en est là. Dans 3 ans, on se recroise. Qu'est-ce que tu auras fait? T'en seras où? Ouais, le truc c'est que en étant ici, on a envie de créer quelque chose. On a envie de créer quelque chose. On a envie de peut-être faire de l'entrepreneuriat, peut-être faire un truc, par exemple dans l'art, etc. Donc je trouve que autant en France, on arrive à se projeter, pas facilement, mais on arrive déjà à se donner une sorte d'horizon en disant tiens, dans 5 ans je fais ça, en 10 ans je fais ça, etc. D'ailleurs, il y a plein de gens qui le font, c'est clair. Et ici, en fait, je trouve que c'est pas que c'est compliqué, mais c'est difficile en fait d'arriver à avoir vraiment quelque chose en vue en fait, parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'envie. Qu'on ne sait pas vraiment en fait où aller, même si on a quand même une idée plus ou moins claire, mais le chemin n'est pas autant pavé, aussi bien pavé que celui qu'on peut avoir par exemple en France. Il y a 3 ans, jamais tu aurais cru que tu ferais de la photo et que tu mixerais au bar rouge. Voilà, exactement, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand t'es arrivé en Chine et que qu'on t'a pas dit peut-être, et qui t'aurait quand même bien facilité la tâche? Un conseil qu'on aurait dû te donner. Bonne question ça. C'est une bonne question. Après, je sais pas trop. Je pense pas que j'aurais forcément aimé avoir quelque chose en fait. Je pense pas, non. Je pense que ça t'aurait mis une sorte de cadre en fait, et que finalement ça t'aurait peut-être fermé à certaines choses si on t'avait dit attention ne fais pas ça, attention ne fais pas ça. Ouais, je pense, ouais. Je préférais plutôt avoir une sorte d'étendue illimitée autour de moi et en fait trouver moi-même en fait les différentes restrictions, les différentes barrières qu'il peut y avoir. Je préfère en fait cet aspect-là, découvrir la chose par curiosité plutôt qu'en fait on me donne directement les choses en me disant fais ça et tu verras si ça ira bien. D'accord. Je préfère d'abord faire ma propre opinion et après d'ailleurs avancer. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs ici. C'est clair. Merci beaucoup Jean-Baptiste, franchement c'était extrêmement intéressant. C'est des personnes qu'on rencontre comme ça sur le podcast, en fait, c'est génial parce qu'il y a vraiment 2 parties dans l'interview. Ouais. Et là, on l'a bien vu, clairement, il y a 2 parties. Il y a ce côté, ta passion, en fait, ce qui te bouge un petit peu tous les jours.
Et franchement, je pense que les gens, ils aimeront en savoir un peu plus. Comme je le disais dans l'article, on va mettre ton compte WeChat, les éléments où on peut te suivre, pas ton site internet, parce que tu n'as toujours pas de site internet pour tes photos, mais en tout cas, on mettra aussi ton compte Instagram. Et puis, peut-être, on pourra aussi montrer quelques photos que tu as pu faire et que tu aimerais partager. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup, Greg. À très bientôt. Très sympa, merci. Voilà, si vous avez écouté l'épisode jusqu'ici, c'est que ça vous a sûrement plu. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à continuer à en parler autour de vous. Partagez ça sur vos réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, Facebook ou bien WeChat. Et puis bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous sur iTunes ou sur n'importe quelle autre plateforme de podcast et puis laissez-moi des commentaires, c'est la meilleure manière pour moi de voir si ça vous plaît. À la rentrée, on va lancer quelque chose de complémentaire, en anglais cette fois-ci. On vous en dira un petit peu plus et ce sera sur nextstephub.com. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode.